ou bonsoir à toutes et à tous où que vous vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Penning, connecté depuis la Belgique et plus précisément de Bruxelles. Jean-Luc va nous présenter le coaching de la résilience. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Yotis, bonsoir à vous tous. Bienvenue, Caribou. Alors Jean-Luc, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Tout va bien, ça va, ça va. Ça ira sans doute un peu mieux dans une heure, mais bon, non, tout va bien. Ça fait plaisir d'être là avec vous tous. Jean-Luc Penning, avec un diplôme d'ingénieur agronome obtenu en 1983 à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Jean-Luc, tu passes 5 années à travailler dans des projets de développement dans différents pays d'Afrique pour les Nations Unies et la FAO. Ensuite, tu décides de changer d'orientation et te lances dans la création et le développement de ta propre entreprise d'exportation de plantes vivantes. Une entreprise basée au Burundi, encore active à ce jour. Et puis, il y a un petit break dans le temps. Un petit break qui t'est imposé par la vie. Un petit break que tu auras l'occasion de nous partager dans quelques minutes. Quelques années plus tard, on te retrouve, Jean-Luc, comme fondateur de l'ONG Menia Media, basée au Burundi et active dans le développement et l'éducation par les médias, les arts et la culture. En 2003, tu retournes en Belgique et tu t'impliques dans la gestion et la création de différentes ASBL de solidarité entre les pays du Nord et ceux du Sud. En 2005, c'est un ingénieur civil devenu coach qui révèle en toi ton potentiel de coach. Et c'est en 2009 que tu obtiens ta certification de coach professionnel ICF après une formation à l'Institut Coaching de Gestion du Canada qui t'engage presque tout de suite après. Cela fait donc 10 ans que tu y es formateur, superviseur, évaluateur, ICF, donc coach leader, coach mentor, et je peux dire également que tu es coach PCC. Parallèlement à cela, tu as fondé ta propre société de coaching Tandem, une société qui offre des services d'accompagnement à des sociétés, des organismes comme l'Œuvre nationale des aveugles et des individus en transition de vie, de carrière. Jean-Luc, depuis peu, tu travailles aussi comme superviseur pour l'Institut de coaching international de Genève et tu fais partie du consortium de coachs travaillant pour la Commission européenne. Tu lances également l'action Donne à voir, une action d'aide aux enfants handicapés de la vue d'une école du Burundi. Tu es également le scénariste d'un court-métrage tourné en Afrique qui a récolté 28 prix internationaux, le court-métrage Nawewe, qui veut dire toi aussi, et qui t'a mené à Hollywood, car ton film a été nominé aux Oscars en 2011. Depuis, tu animes des conférences dans les écoles autour de Nawewe, et là, tu es en pleine écriture d'un long métrage dont le tournage devrait commencer en fin d'année. Alors Jean-Luc, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Mais je te dirais, Yotis, que tu as dit l'essentiel, je suis coach. Et qu'est-ce qui fait un coach quand on lui pose une question comme la tienne? Mais il renvoie la question. Qu'est-ce qu'il y a dans mon CV qui, derrière le papier du CV, derrière le diplôme d'ingénieur agronome, qu'est-ce qu'il y a derrière? À vous de chercher un peu l'homme derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière aussi? Il y a un papier que j'ai signé, c'était le 16 juillet 88, qui dit que je suis marié à Antoinette Wonkunda. À vous un peu peut-être de chercher ce qu'il y a derrière les mots, derrière les papiers. Donc j'ai le plaisir de te renvoyer ta question, Yotis. Désolé de ne pas y répondre, mais en tout cas, je te remercie de l'avoir posée. Est-ce que tu peux résumer ta réponse en une phrase, s'il te plaît? Merci le coach. C'est qui le coach? Comment j'ai résumé? Je suis juste Vous organisateur voulez, là. vous voulez savoir? À vous d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Hmm. Je te renvoie la question. Alors, Jean-Luc, tu vas nous parler du coaching de la résilience. Qu'est-ce qui Oui. t'a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre?
Je vais répondre à ta question. Ce qui m'a amené à ça, ben d'abord le coaching. Je suis coach et j'y crois. C'est vraiment un métier dans lequel je m'épanouis et il y a un potentiel, il y a quelque chose derrière le coaching. Mais bon, je crois que je vais en parler aussi. La résilience, ne croyez surtout pas, s'il vous plaît, que je suis venu parce que c'est un sujet qui est devenu à la mode. Hein, que je sache, Yotis, on avait fixé la date de cette conférence, quoi, il y a plus d'un an et demi, presque 2 ans. Donc c'était avant le Covid, c'était avant vraiment que ce mot devienne vraiment à la mode. Donc c'est surtout pas un phénomène de mode. Pourquoi je parle résilience? Ben parce que je vais y revenir, mais voilà, mon parcours a fait que, vous avez peut-être vu sur la vidéo, ben oui, j'ai un parcours qui est dit de résilience. Et pourquoi j'en parle? Pour différentes choses. D'abord, j'en parle parce que lors de mes conférences, mes interventions, j'ai toujours des retours importants avec des gens. Je crois que mon parcours peut inspirer des gens, il peut aider. Donc ça, c'est déjà une belle raison. L'autre raison, c'est que je me rends compte que beaucoup de gens qui ont vécu la résilience vont vers quelque chose, une vie plus confiante, plus sereine. Et si je peux déjà partager ça, c'est pas mal. Donc, je crois en la résilience, je crois en coaching. C'est déjà des belles raisons, non? Je voudrais rajouter quelque chose. Lors de Dis-moi. nos échanges, il y a une phrase qui sortait très souvent et que nous partageons tous les deux, c'est tout est possible. Et je Mhm. voulais te féliciter pour une chose, c'est que on en parlera certainement par la suite, mais je voulais te féliciter parce que numéro un, donc tu es non-voyant et tu nous as offert l'une des plus belles photos de cette saison. Ça, c'est une chose et je voulais te remercier pour ça. Et aussi, bah, tu nous as également proposé l'un des plus beaux exercices pré-webinaires au niveau de la réalisation. C'était vraiment fantastique. Je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Et d'ailleurs, il y a eu une centaine de commentaires en dessous de ta vidéo pour l'instant et je voulais te féliciter pour ça. Alors, je sors un peu du cadre habituel, mais je tenais à le faire, donc merci beaucoup. Merci. Merci. La résilience, c'est peut-être aussi, voilà, oser demander et oser aller vers les autres, peut-être. Enfin bon, on y reviendra de vos Alors, merci commentaires. Jean-Luc. Moi, je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse et reste vocalement connecté comme d'habitude. Merci, Yotis, merci. Merci, merci d'abord à vous tous d'être là. Il y a du monde, il y a des gens un peu de tous les pays, donc bienvenue, comme je disais tout à l'heure, bienvenue, welcome, caribou, d'où que vous soyez. Et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir passer un moment avec vous. Alors, je vous l'ai dit, voilà, je suis coach, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par placer le cadre de notre rencontre aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans la vidéo, et encore merci pour les retours, et encore merci à ceux qui m'ont permis de la réaliser. Comme je disais donc dans la vidéo, je vais vous inviter à vivre un peu mon parcours. Mon parcours, il est là, je vous ai dit, il porte le nom de résilience, je ne l'ai pas choisi, hein, je ne l'ai pas fait exprès, mais il est là. Et à travers ce parcours, il y a des questions qui m'ont amené, mon parcours m'a amené des questions que je vais partager avec vous. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais la vie comme coach, elle est pas mal, hein. La vie, ben, elle vous amène à vous mettre en action, elle vous amène à vous donner des objectifs. Et je vous amène à vous poser plein de questions. Et je vous fais des feedbacks, parfois des feedbacks sympas, mais d'autres parfois un peu durs. Mais voilà, elle vous remet en question tout le temps. Donc j'ai envie de partager avec vous mon parcours, avec les questions que j'ai posées, que je me suis posées, que la vie m'a posées, et quelle est la place du coaching dedans. Donc voilà, c'est vers ça que vais vous amener aujourd'hui. Au niveau du cadre, je vais parler de la résilience. Je ne vais pas revenir à la définition du coaching. Je vais vous parler résilience. Et qu'est-ce que c'est la résilience pour moi? Il y a un mot, j'ai un ami qui m'a partagé ça. En flamand, en néerlandais, ça s'appelle veerkracht. Veerkracht, c'est la force, vers du ressort. Donc la résilience, c'est vous prenez un ressort, vous l'écrasez et puis vous le déposez sur la table, il retrouve sa forme initiale. Il y a une force en lui qui fait qu'il retrouve sa forme initiale. Chez l'humain, c'est plus complexe, évidemment. Et vous avez vu dans la vidéo, qu'est-ce qu'elle fait, ma petite fille, Naya? Elle a transformé l'obstacle.
Pour les chevaux, c'est un obstacle. On peut passer, on peut pas passer. Pour Naya, c'est devenu un jeu. Et pour moi, c'est ça la résilience. C'est l'art, c'est la façon de transformer les obstacles et les rendre, les faire qu'ils deviennent utiles, qu'ils deviennent autre chose qu'une simple barrière, qu'un simple obstacle. Donc, j'aurais aimé dans la vidéo que Naya transforme plutôt l'obstacle, je sais pas moi, en une maison pour sa poupée, en un mirador ou en feu, etc. Mais bon, c'est déjà pas mal. Elle en a fait un jeu et je trouvais ça superbe. Donc voilà, cette idée, c'est ça la résilience pour moi, c'est de transformer les obstacles, en faire autre chose. Et c'est très vague, hein, on peut avoir plusieurs définitions. C'est bon, sentez-vous à l'aise, c'est là-dessus que je vais m'appuyer. Autre chose aussi, je vais vous parler évidemment traumatisme, je vais vous parler obstacle. Et c'est pas pour rien, je vous ai posé cette question. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir, de lire tous les commentaires très riches. Je vous remercie beaucoup pour ces partages. Il y a eu des partages vraiment profonds, très riches. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est quoi un obstacle? C'est quoi un traumatisme? C'est quelque chose vraiment, c'est avant tout un ressenti. C'est avant tout un feeling. Il y a certains, je suis certain que vous avez vu dans les commentaires, certains obstacles, vous avez dit, oh ben non, moi, ça, c'est pas un obstacle pour moi. Moi, c'est rien. Et d'autres vous avez dit, mais comment cette personne, elle a pu dépasser cet obstacle-là? Comment est-ce qu'elle a pu aller dépasser ça? Moi, j'y serais pas arrivé. Donc, la notion d'obstacle et même de traumatisme, que ce soit un traumatisme physique, ça j'aurai l'occasion d'en parler, pour moi, c'est quelque chose de très variable. Donc, sentez-vous à l'aise quand on va discuter avec ça, de partager vos obstacles. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas un obstacle pire que les autres. Si vous le voyez qu'on a un obstacle, c'est que c'est un obstacle. Ça ne se discute pas. Et je vais vous parler de mon obstacle à moi, de mon traumatisme, qui est le handicap. Mais pensez un peu, je sais pas moi, un petit chef d'entreprise, quelqu'un qui a un resto qui, suite au Covid, a dû rentrer à la maison et dire à ses enfants, écoutez, j'ai dû revendre la Mercedes et on va peut-être pas rester à la maison. Et alors j'aime bien prendre cet exemple. Pensez à la vieille grand-mère là qui habite près de chez vous et qui a perdu son chat. Ça peut être un traumatisme fou pour elle. Parce que son chat, c'était sa raison de se lever le matin, c'était sa raison d'aller chez le boucher, c'était une raison sociale, c'était une raison humaine, et c'est pas rien petit animal pour elle qui est partie. Donc voilà, je vais parler obstacles. Il n'y a pas de hiérarchie dans les obstacles, sentez-vous à l'aise. Un obstacle est un ressenti avant tout. Voilà, je crois avoir placé un peu le cadre de ce webinaire. Alors maintenant, je vais démarrer vraiment dans le sujet. Je vous dis, je vais parler de mon parcours. Alors mon parcours, il a commencé il y a 60 ans, ici à Bruxelles. Ça va vite, hein, la vie, c'est très très court. Et j'ai démarré, oui, j'étais vers ingénieur agronome. Et qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai renvoyé la balle tout à l'heure, Yotis. Qu'est-ce qu'il y a derrière mon diplôme d'ingénieur agronome? Il y a avant tout un jeune garçon, un jeune homme qui a envie d'être dehors, qui aime la nature, qui a besoin d'action, qui supporte pas de rester 5 minutes devant un écran, qui a besoin qui veut pas être dans un bureau, qui a des occupations. C'était quoi mes occupations? Il y en a une, vous connaissez maintenant, c'est l'équitation, c'était le vélo, puis c'est devenu la moto, les voyages, la voile, des activités. Je faisais beaucoup de photos, de dessins aussi. Voilà, des activités multiples qui bougent tout le temps. C'était un peu ça qu'il y avait derrière mon diplôme d'ingénieur agronome. Et puis après, bon, comme tu as dit, voilà, après ça m'a ouvert pas mal de portes. Donc j'ai voyagé, je suis parti, j'ai travaillé pour les Nations Unies. J'ai travaillé notamment au Rwanda, où c'est là que j'ai rencontré ma charmante épouse. Et puis, bon, j'ai travaillé en Somalie. Et puis, en 92, ça fait en 92, je traduis pour nos amis français, euh, on a été s'installer au Burundi. Pourquoi le Burundi? Tout d'abord, pour moi, c'était important de changer de carrière parce que, voilà, derrière ce changement de carrière, il y a ce côté, je travaillais pour les Nations Unies, mais les Nations Unies, c'est beaucoup d'administration. Pour moi, un agronome, c'est un travail de terrain, c'est pas l'administration. Les Nations Unies, c'est pour une personne sur le terrain, il y en a 4 dans les bureaux. Il y a un truc qui ne me convenait pas, c'est des gens qui décident à Rome et qui oublient d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est tout ça. Donc, moi, j'étais sur le terrain avec mon épouse, avec nos 3 enfants. On avait 3 enfants déjà à l'époque. On a été au Burundi où j'ai créé mon entreprise. Donc, une entreprise de production de plantes ornementales, des plantes d'appartement pour l'exportation sur la Hollande, principalement.
Pourquoi le Burundi? Parce que c'est un petit pays d'Afrique, c'est le paradis, le Burundi. Je fais un petit clin d'œil à nos amis canadiens. Le Burundi, c'est 28, 30 degrés toute l'année. C'est un lac qui n'est jamais gelé. C'est une école belge pour les enfants. C'est une liberté de travail, d'exploitation. C'est quoi? C'est de temps en temps un embouteillage quand j'allais au travail sur le matin parce qu'il y avait un hippopotame qui retournait dans le lac et qui traversait la route. C'était vraiment un réel paradis. Malheureusement, bon, ce paradis a très vite tourné au cauchemar parce que 2 ans après notre installation, ben, il y a eu les premières élections présidentielles au Burundi et 6 mois après, le président fraîchement élu a été assassiné. Et a commencé alors une guerre civile qui a duré 16 ans. On en a très peu parlé, on a beaucoup parlé du génocide rwandais juste à côté, mais très très peu du Burundi. Et voilà, il y a une guerre civile qui a duré 16 ans. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a décidé quand même de rester. On dit pourquoi? Parce que tous les entrepreneurs qui nous écoutent le savent, une entreprise, ça se fait pas en 2 ans, ça prend du temps. Et puis, quelque part, cette guerre civile, ça nous touchait à peine parce que, ben voilà, de temps en temps, on entendait un tir de Kalachnikov, mais ça ne nous empêchait pas de vivre bien, d'aller faire des balades sur le lac le week-end. Donc, ça restait un paradis malgré tout. Et donc, on a décidé de rester. Et puis, bon, mauvaise décision parce que en 95, le 24 août, je devais absolument aller sur ma plantation. J'avais une plantation qui était à même pas 10 kilomètres de la capitale. Je devais absolument y aller parce que mes clients, ils m'attendaient, ils attendaient des plantes, je devais les renvoyer, j'avais un envoi à faire. Et j'ai été sur mon terrain alors que je devais traverser un quartier qui était un quartier populaire qui, à ce jour-là, était, depuis une semaine, était vide. Tous les gens avaient fui. Mais je devais aller travailler. Donc, le matin, j'étais prudent parce que j'ai téléphoné à un ami qui était colonel dans l'armée et qui m'a dit, oui, Jean-Luc, tu peux aller sur ton terrain, il n'y a pas de problème. On maîtrise la situation, on maîtrise la région. Et donc, j'étais sur le terrain. Sur mon terrain, j'ai retrouvé mes travailleurs fidèles au poste, des paysans, des hommes de la terre extraordinaires qui sont toujours là-bas. Et j'ai donné mes instructions, tout ça. Il y avait une tension, mais bon, voilà. Ils travaillaient, le travail avançait. Et puis, je suis retourné, il était 10 heures du matin, je suis retourné, je rejoins la route principale qui était un peu à l'écart de ma plantation. Et au loin, j'ai vu un camion de militaires approcher. Et je me suis dit, bon, pas de problème, c'est des militaires, je suis en sécurité. Grave erreur, grave, grave erreur. Parce que quelques kilomètres plus loin, ben, ne me demandez pas pourquoi, il n'y a aucune raison. J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce camion militaire m'a rattrapé, il m'a dépassé. Et là, je vous dis ce que je vous raconte. En fait, je n'ai aucun souvenir. Yotis vous expliquera peut-être après ce qui se passe dans un cerveau comme ça quand il vit un choc. Mais j'ai tout effacé, j'ai tout oublié. Mais je peux vous raconter ce qui s'est passé parce qu'on a retrouvé ma voiture avec l'avant défoncé. J'ai eu une balle dans le bras. Donc, quand le camion m'a dépassé, ils m'ont tiré dessus. Ils m'ont poussé dans le fossé. Et quand j'étais coincé dans ma voiture, ben, le camion s'est sans doute arrêté. Il y a un militaire qui est descendu et qui a posé son arme sur ma tempe et il a tiré pour m'achever. Alors, je vous passe les détails. La suite, on venait d'acheter avec mon épouse les tout premiers portables et le téléphone. Et on répond pas, on répond pas. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui répond, il dit, mais il faut venir chercher le blanc, il est mort. Puis elle raccroche, elle dit, non, c'est pas possible, je me suis trompé. Elle la rappelle et dit, oui, il faut venir chercher le blanc, il est mort. Et alors elle a appelé, il y avait des parabelles, etc. Ils sont venus me chercher, ils croyaient mort, ils savaient même pas si j'étais blanc ou noir parce que ma tête était que du sang. Et puis voilà, on m'a ramené, j'étais rapatrié sur Nairobi, donc la capitale du Kenya, parce que j'étais intransportable sur la Belgique. Mon épouse m'a accompagné, je suis resté là quelques temps, et puis on m'a ramené en Belgique. Et là, bon, je subis en tout cas 8 opérations, parce qu'en fait, voilà, ma tête, en fait, on est parti de mon maxillaire inférieur pour reformer ma tête, reformer mon crâne. Le résultat, vous l'avez devant vous. Ben, je suis vivant, que je sache. Mon cerveau, je crois, n'a pas été trop touché. Mais voilà, j'ai perdu définitivement la vue. La balle a emporté un de mes yeux. L'autre, le nerf optique a été touché. J'ai perdu l'odorat. J'ai plus de sinus. J'entends plus d'une oreille parce qu'avec la détonation, ça fait le bruit abîme en oreille.
Mais voilà, je suis là, je suis vivant. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand j'avais 35 ans à l'époque, j'allais avoir mes 35 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 35 ans, on se retrouve là, aveugle, sans rien, à vivre chez ses parents parce que on n'avait pas le choix, on est revenus tous ensemble. Et la première pensée, c'est simple. On se dit merde quoi, pourquoi ce type, excusez-moi les mots, mais ils sortent comme ça. Pourquoi ce type il m'a raté? Ça aurait été tellement plus simple s'il avait tiré au bon endroit. Mais voilà, on est vivant. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit quoi? Je vais rester assis dans mon fauteuil et attendre que ça se passe? Ou quand j'ai des enfants, je vais peut-être me lever pour eux, être debout. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et tout doucement, voilà, avec le support, avec les aides surtout de mon épouse, avec des amis, avec mes parents qui ont essayé, on a remarqué, j'ai essayé d'avancer un peu. J'ai appris le braille, j'ai appris à me déplacer avec une canne blanche. J'ai appris à travailler sur un ordinateur, à taper des 10 doigts, travailler avec un ordinateur, une synthèse vocale. Et tout doucement, les choses se sont plus ou moins remises en place. Ça prend du temps. Et puis, je passe pas dans les, ouais, je rentre pas dans les détails. En 97, en 97, deux ans après, on s'est rendu compte que nos enfants, ça allait pas en Belgique, ils tournaient en rond. Nous, on n'avait pas tourné la page vraiment au Burundi. On nous avait imposé de tourner une page. Et puis, j'avais toujours une activité au Burundi. J'avais toujours mon entreprise qui tournait. On a décidé de retourner là-bas. On savait que j'étais pas visé, que c'était par hasard qu'on m'avait tiré dessus. On est retourné au Burundi. Et là, mon épouse a redémarré. Mon épouse Antoinette, elle a pris mes plantes pour faire de la décoration dans des banques. Elle a ouvert un magasin. Et moi, je vous avoue, c'était pas évident sur mon terrain. En plus de ça, quelques années après, les militaires ont détruit mon terrain parce qu'ils croyaient que les rebelles s'y cachaient. Pas mon terrain, mais ils ont détruit ma plantation, mes 5 hectares de plantation. Et donc, je me suis retrouvé presque sans rien et je savais pas trop quoi faire. Alors, au niveau artistique, j'ai contacté, par exemple, je m'étais dit, tiens, je vais réapprendre la guitare et j'ai trouvé un prof de guitare. Et ce prof de guitare, il avait un rêve, c'était de créer un studio de, de son et faire des enregistrements. Et puis j'ai retrouvé un ami qui avait une idée. Tiens, si je faisais, moi, il avait envie de faire une ONG de sensibilisation à des problématiques genre la prévention SIDA par les moyens modernes de communication. Et moi qui avais été dans la photo, le dessin, je dit tiens, je vais faire, tiens, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Et puis avec cet ami, on a trouvé un peu d'argent et avec mon prof de guitare, on s'est dit tiens, on va te créer ton studio son et puis on va enregistrer des chansons contre le SIDA. On a fait un petit groupe de rappeurs, on a fait des activités comme ça. Entre-temps, j'ai fait d'autres choses. Par exemple, je savais plus raconter des histoires à mes enfants parce que voilà, je savais plus lire. Alors j'ai commencé à inventer des contes, inventer des histoires. Et puis avec mon ordinateur, synthèse vocale, je les ai mis par écrit. Je les ai envoyés à ma maman qui était prof de français, de quoi lui montrer que j'étais vivant, que j'existais encore. Et voilà, j'ai fait des choses comme ça à gauche, à droite. Et on a continué à avancer. Et puis voilà, la vie, c'est ça. Et puis en 2003, on est revenu en Belgique. Pourquoi? Parce que nos grands-enfants et s'en sortaient pas. Ils étaient revenus ici en Belgique pour les études et ça allait pas. Et en une semaine, avec mon épouse, on a décidé, écoute, voilà, on tourne la page du Burundi, on reste ici, on va les aider, on va les accompagner. Et donc, on recommence tout à zéro. Mon épouse Antoinette, qui aimait plutôt dans le social, elle dit, tiens, elle s'est lancée dans une étude de pédicure. Et moi, je savais pas trop quoi faire. Et puis, c'est mon frère qui a dit, mais tiens, moi, je connais un type super, il est ingénieur civil, il est devenu coach, mais ce serait intéressant que tu le rencontres. Alors, j'ai été le voir. Et ce coach, après 2 rencontres, il a dit, mais Jean-Luc, tu es coach. J'avais aucune idée ce que c'était le coaching. Je savais pas ce que c'était. Alors, je me suis renseigné, j'ai été voir sur Internet et chouette, j'ai trouvé une formation avec l'Institut Coaching de Gestion du Canada qui faisait des formations en ligne et je les ai suivies. Ça m'a intéressé. J'ai eu un superbe coach mentor qui, j'ai fini ma formation, il m'a dit, Jean-Luc, dès que tu as ton ACC, on t'engage, tu travailles pour nous. Je dis, waouh, moi qui me sentais pas légitime au début, qui me disais, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais apprendre aux autres, qu'est-ce que je vais leur donner? M'ouvrait une porte incroyable. Donc ça fait, comme l'a dit Yotti, ça fait presque 10 ans que je travaille pour cet institut, avec plaisir, que je prends plaisir à partager mon feeling et ma façon de coacher. Et puis voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça. La vie, c'est incroyable. Hein.
Donc, j'ai commencé le coaching, j'ai travaillé pour d'autres personnes, j'ai créé cette société Tandem, parce que pour moi, c'était un super symbole. Le tandem, pour moi, j'ai cherché un symbole pour mon coaching. En fait, je l'avais dans mon garage. J'ai même fait le tour du Burundi en tandem avec ma fille, parce que pour moi, c'était ça le coaching. C'était mon client est devant et moi, je suis derrière, de temps en temps donner un coup de main, et surtout à lui dire, attends, si on s'arrêtait d'abord pour boire un verre et pour voir ce qu'il y a moyen de faire, et puis on va décider ensemble où tu vas. Et donc voilà, et il y a plein de choses. Alors, il y a des choses aussi. Voilà, je suis retourné au Burundi. J'avais un pied au Burundi. Et à un moment, j'étais au Burundi. Il y a un directeur d'une école qui est venu qui m'a dit, hey, Jean-Luc, monsieur Jean, pardon, il m'appelait Monsieur Penning à l'époque. Moi, je m'occupe d'une école pour enfants handicapés de la vue. On pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Je dis, mais moi, oh là là, moi, je vais dans les handicapés, ça m'intéresse pas. Puis voilà, on a démarré quelque chose, on a fait des projets, on a amené des instruments de musique, on a fait un CD avec ces enfants, on a construit 6 classes parce que ces enfants, ils n'avaient pas accès au secondaire. Et maintenant, ils ont accès au secondaire. On a fait des projets comme ça ensemble. Et puis alors, il y a un jour aussi, ça c'est incroyable, hein, c'est la folie. En 2007, je suis au Burundi, il y a le Centre culturel français qui lance un concours d'écriture de scénario. Puis j'ai une idée, une image comme ça qui me vient. Et puis j'écris un scénario, puis les gens me disent, j'avais jamais écrit de scénario de court métrage. J'écris un truc, et puis je l'envoie, j'ai un prix, puis je dis, bon, tout le monde dit, ah, tiens, c'est pas mal. Et puis je le soumets à un ami, Yvan Goldschmidt, que j'avais rencontré à l'université lors de mes études et qui a fait des études de cinéma, qui était réalisateur. Et sa réponse est extraordinaire. Il m'a dit, c'est quoi ce truc? Je tourne. Et 2 ans après, on était au Burundi, l'endroit où il y a eu des accidents, où il y a eu des morts. On a tourné ce film qui ne parle pas du tout de ma vie, hein, mais qui dénonce les différences, qui dénonce l'absurdité de toutes les luttes ethniques. On a tourné ce film et oui, incroyable, 2 ans après, on était à Hollywood parce que ce film était nominé aux Oscars. J'étais sur le tapis rouge, j'ai même marché sur la robe d'Hélène Miller, l'actrice Hélène Miller, parce que moi, je ne l'ai pas vue. Mais bon, voilà, ça c'est la vie, c'est incroyable, ça vous amène des trucs complètement fous. Et puis, des fous, c'est tellement fou qu'aujourd'hui, je me retrouve à cette énergie à partager avec vous. Mais voilà, ça c'est mon parcours, mais je voudrais revenir en arrière. Euh, quand j'avais 35 ans, donc, j'ai eu ces opérations, mais on m'a dit aussi, Jean-Luc, ce serait peut-être pas mal d'aller voir un psychiatre. Et j'ai été voir, avec mon épouse, on était tous les deux voir un psychiatre. Et après 2 séances, on dit, mais on perd son temps. Qu'est-ce qu'on fait là? Et mon feeling a été renforcé quand j'ai participé à un colloque sur la résilience au Rwanda en après-génocide, c'était en 2017, comme quoi vous dire que c'est pas par hasard que je parle de résilience. J'ai même participé à un colloque à Marseille aussi l'année d'après. Et j'étais devant des gens qui ont vécu le génocide, j'étais des gens, des psychologues. Et il y a un psychologue qui, à la fin de mon intervention, qui a dit, si j'avais eu M. Penning dans mon bureau il y a 25 ans, j'aurais pas su quoi faire. Et moi, je suis persuadé que c'est dans le bureau d'un coach que j'aurais dû aller à l'époque. Et c'est la question que je vais vous poser bientôt, mais pas tout de suite. Mais en tant que coach, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Et je vais vous décrire un peu qui c'est quelqu'un qui vit un traumatisme, ce que j'ai vécu. Ça, je viens avec le recul, hein, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Quelqu'un qui vit un traumatisme comme ce que je l'ai vécu, il se pose d'abord 3 questions. La première question, c'est qui suis-je maintenant? J'ai été accompagné par une dame, une assistante sociale de la Ligue Braille, une association ici, parce que je devais tout réapprendre. Moi qui ai fait le tour du Kenya en moto, qui ai fait plein de choses, qui ai traversé la Méditerranée à voile, je devais réapprendre à aller de mon lit jusqu'à la toilette, aller de la toilette jusqu'au salon, et qui j'étais. Et j'ai dit à cette dame un jour, c'est dur c'est dur à accepter ce qui m'est arrivé. Et elle m'a dit, mais monsieur, il vous faudra 10 ans pour accepter. Et elle avait raison. Moi, au début, je me suis dit, non, ça va aller plus vite. Et elle avait raison, il faut 10 ans. Elle avait raison, il faut du temps, mais elle avait tort. Parce qu'il se m'est arrivé, on ne peut pas l'accepter. Je ne peux pas accepter de se dire, j'étais au mauvais endroit, j'étais au mauvais, c'est inacceptable. Je ne pourrais pas dire, pour moi, dire j'accepte ça, ça veut dire je baisse les bras. Donc, je ne peux pas l'accepter. Par contre, et je reviendrai de ça peut-être plus tard, j'ai intégré le handicap. Donc, qui j'étais à cette époque,
J'étais un pauvre handicapé qui savait pas où il allait. Une autre question qu'on se pose, c'est et les autres? Ça, c'est dur parce que quel regard les autres ont sur vous? Moi, j'ai souffert en moi, mais les autres, quel mal j'ai fait? Quel mal j'ai fait à mes enfants qui se retrouvaient à dormir dans un grenier sous des lits de camp, alors qu'avant, ils étaient dans une villa. Qu'est-ce que j'ai fait à ma mère qui, avant, elle était contente de me voir, elle souriait, et puis maintenant, quoi, chaque fois qu'elle me voyait, elle pleurait. Qu'est-ce que je dis à ces gens? J'ai même des amis, ils osent plus me dire comment ça va. J'ai un ami qui venait me voir souvent. J'ai des amis qui m'ont fui. Ils avaient peur de venir me voir. J'ai un ami qui venait me voir régulièrement pendant un an. Il n'a pas osé me dire qu'il avait divorcé parce que lui, c'était rien. On est quoi vis-à-vis des autres alors? On n'a que de la pitié. On a quoi? C'est très dur. Excusez-moi. Et puis la troisième question qu'on se pose, c'est je vais où? Je fais quoi maintenant? Cette dame, cette assistante sociale, je disais un jour, c'est dur parce que je dois tout recommencer à zéro. Mais elle dit, monsieur, vous n'êtes pas à zéro. Vous êtes à moins que zéro. C'est dur ce qu'elle a dit, mais elle avait raison. Elle a bien fait de me le dire. Parce que avant de démarrer à zéro, de tout recommencer ma vie, je devais effacer mon métier d'ingénieur agronome. Je devais effacer mes rêves de moto, mes rêves de tour du monde en voile. Je devais effacer tout ça avant de pouvoir commencer à zéro. Et c'est ça, quelqu'un qui vit un traumatisme. Une autre façon d'aborder les choses, et ça, c'est François Quézin qui m'a amené cette vue, c'est les 5 besoins identitaires. Vous connaissez certainement ceux qui travaillent là-dessus. 5 besoins identitaires. Si on m'avait demandé il y a 25 ans où tu en es avec ces 5 besoins identitaires, Jean-Luc, mais c'est facile. Si on m'avait donné une échelle de 0 à 10, le sens, qu'est-ce qu'elle avait comme sens, ma vie? 0. Sentiment de sécurité, la sécurité. 0, je me suis fait tirer dessus comme un lapin pour rien parce que j'étais au mauvais endroit. Sentiment de reconnaissance. Je dois dire merci à qui? Je reçois de merci de qui? Sentiment d'appartenance. J'appartiens à quoi? Au pauvre handicapé? À quoi? Action. Qu'est-ce que je fais moi maintenant dans ma vie? J'ai rien. Donc 0 partout. C'est ça qu'on se retrouve. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Hein. Ce que je partage, surtout ne mettez pas d'étiquette sur tous les traumatismes, sur tous les obstacles. Je vous parle 100% de mon ressenti, de mon vécu. Alors, je viens maintenant avec ma question. Vous auriez eu Jean-Luc dans votre bureau il y a 25 ans. Vous qui êtes coach, quel outil vous auriez mis en place? Quels outils vous auriez mis en place? Et ça, je te demande, Yoti, si tu peux déjà amener le premier questionnaire avec une proposition de différents outils que vous auriez utilisés pour aider quelqu'un qui vit un traumatisme, pour aider Jean-Luc il y a 25 ans. Voilà, donc le premier sondage. Quels sont les outils du coach face à un client ayant vécu un traumatisme? Alors, vous avez la possibilité de sélectionner donc plusieurs choix. Numéro 1, l'écoute et l'accueil des émotions. Ensuite, la fixation des objectifs. Puis les mises en action, la non-thérapie, autres. Alors, beaucoup d'émotions pour commencer ce webinaire. En tout cas, on a déjà bien entamé ce webinaire. Alors, on a beaucoup de réactions. Je vais les lire après les résultats. Et voici les résultats après 80% de vos votes. Donc, 98% l'écoute et l'accueil des émotions, 25% les mises en action, 24% la fixation des objectifs, 16% la non-thérapie et 13% autres. Mais visuellement, on peut voir que vraiment en grande majorité, c'est vraiment l'écoute et l'accueil des émotions. Ensuite, les mises en action, puis la fixation des objectifs, la non-thérapie et puis autres. Merci. Oui. Alors, je prends des petites réactions ou alors je te laisse continuer. Peut-être. Oui, laisse-moi continuer. Puis oui, on viendra peut-être, vous aurez l'occasion peut-être d'échanger après. Comme ça, je garde bien le fil. Parce que j'ai oublié mes notes à la maison.
Comme ça, je reste bien dans le fil. Non, je rebondir tout de suite. Sentez-vous à l'aise, hein. Il y aura la place pour les questions après et même après le webinaire. Sentez-vous à l'aise. Je suis vraiment ouvert à tous les partages. Oui, vous avez tous raison, ils avaient tous tort dans la mesure où, pour moi, tous les outils du coach sont importants. Tous, tous, tous. Oui, l'écoute, l'accueil, hein, moi je dis toujours quand je fais des formations, c'est le plus bel outil qu'on peut donner, le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos coachés, c'est rien que cette écoute, cet accueil. C'est fondamental, c'est très important parce qu'on ne sait pas les émotions. Il y en a 10, il y en a 20 qui vont sortir. Il y a la colère, il y a la culpabilité, il y a la tristesse, il y a tout, 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 tout peut sortir. Ça, c'est évident. La fixation des objectifs, c'est aussi important, et même si elle est très difficile. Et moi, je mets souvent ma casquette un peu d'approche générative, c'est d'ouvrir les portes parce qu'on ne sait pas. C'est clair que moi, mon premier objectif, c'était d'en finir. Je voulais crever. Mais après, bon, on va vers autre chose et ça se dessine tout doucement. Mais voilà, pour moi, c'est la partie la plus difficile parce qu'il n'y a pas d'objectif au départ. Mais il y a des ouvertures. Si déjà votre coaché rentre dans votre bureau, c'est peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. Et pour moi, l'essentiel est déjà là. Les mises en action, je vais y revenir tout de suite. La non-thérapie, pour moi, c'est la force du coach par rapport au psychiatre. Pourquoi? Moi, j'aurais eu Jean-Luc dans mon bureau il y a 25 ans. Je l'aurais pas la première séance, évidemment pas. Après l'écoute, après un moment, quand je l'aurais senti un peu reposer un peu, qui respire, je leur dis, Jean-Luc, oui, tu es aveugle. Et alors, tu as une cicatrice, tu as quelque chose, tu as une blessure. Il n'y a personne qui va soigner ta blessure. Elle va être là tout le temps, toute ta vie. Ta cicatrice, elle sera là. Regardez les gens qui ont vécu les camps d'extermination. Regardez leur cicatrice va jamais se fermer. Elle sera là. Et ce que j'aurais dit à ce Jean-Luc, j'aurais dit, qu'est-ce que tu fais maintenant avec cette cicatrice? Qu'est-ce que tu fais avec cette blessure? C'est un pilier, c'est devenu un de tes piliers. Excusez-moi les termes, mais il t'emmerde ce pilier, il te fait chier, il est dur à vivre, mais il est là. Qu'est-ce que tu fais avec? Où tu vas avec ça? Moi, je resterai que j'aurais peut-être pas dit tout de suite, j'aurais peut-être mis plus de gants, bien sûr, mais c'est ça que le message que j'aurais voulu passer. Et donc, et tous les autres outils du coach sont importants. Les autres, oui, tous les autres outils, allez-y, ils sont là, ils sont forts. Et si moi je prends du recul un peu sur mon parcours, quels outils moi j'ai eu d'abord le temps. Je vous ai parlé de 10 ans, mais le temps de se poser, le temps de réfléchir, prendre le temps. Ça a été un de mes outils de coaching qui est venu tout seul. Quelque chose de très, très important, c'est que j'ai pas fait ce parcours seul. Je n'ai pas eu un coach qui avait ce nom-là, mais j'ai eu une épouse à côté de moi, j'ai eu des enfants, j'ai eu des amis, j'ai eu quelqu'un de proche qui m'a dit, Jean-Luc, on t'aime, aie confiance, tu vas y arriver. Excusez-moi. Et ça c'était fondamental. C'est ça qui m'a permis d'avancer. Et après, si vous voyez mon parcours, c'était quoi? C'est les actions qui m'ont. Je savais pas quoi faire, mais je l'ai fait. Je me suis une bouche, je savais pas où j'allais, je l'ai fait. J'ai appris la guitare, ça m'a servi quelque chose. Je sais pas. J'ai avancé. Je vous ai pas parlé. Il y a des choses que j'ai faites qui m'ont servi à rien. Avec mon épouse, on s'est lancé un moment dans la politique ici, dans notre commune, à Berkem. Et puis après 6 mois de campagne, on a tourné la page, on a fait autre chose. Donc il y a eu des choses qui ont marché, il y a des essais, il y a des choses qui ont marché et d'autres pas. Et alors c'est les actions. Et si on revient aux fameux 5 besoins identitaires, si vous regardez ces 5 besoins identitaires, moi en tant qu'être humain, vous en tant que coach, sur lequel vous pouvez agir, sur lequel vous avez de l'action, je l'ai dit, je l'ai pas fait exprès, c'est sur les actions. C'est ces actions, c'est ces petits pas, un pas à gauche, un pas à droite, un pas en arrière, qui m'ont amené à retrouver un sens à ma vie. Et ma sens, c'est quoi? J'ai eu le plaisir une fois de travailler avec Yves Richesse, et j'ai demandé un jour pourquoi est-ce qu'il m'aidait. Et puis il m'a dit, mais je s'est donné comme objectif le sens de sa vie, c'est aider au moins 3 personnes dans sa vie à se reconstruire, à avancer. Et ça, c'est un truc, ça m'a porté. Je dis, oui,
Vous imaginez, je suis une goutte d'eau au milieu de l'océan, mais si je pouvais faire vibrer quelques gouttes d'eau autour de moi, ça donne un sens à ma vie. Imaginez un peu, on est 7 milliards sur la Terre. Si les 7 milliards de gens se disaient, ah, on va ouvrir 3 portes, on va faire vibrer 3 personnes autour de nous. Il y aurait 21 milliards de portes qui s'ouvrent, 21 milliards de choses nouvelles qui se créent. Ce serait pas mal, hein? Donc voilà, mes actions m'ont donné un sens. Elles m'ont donné une sécurité. Je sais maintenant, mon épouse va bien, mes enfants vont bien, j'ai une sécurité un peu financière. Bon, c'est pas terrible, mais on s'en sort. Il y a tout ce qu'il faut moi, autour de moi pour me sentir bien. La reconnaissance, je reçois des merci. Et c'est beau les merci. J'en donne aussi. Et pour moi, le merci, ça reste le plus beau mot de la langue française. Pourquoi? Parce que le merci, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a donné quelque chose et que la personne en face, elle s'est rendue compte qu'on lui donnait quelque chose. Elle a dit merci. Et chaque fois que j'en reçois, ou ne fût-ce que j'en entends qui s'adresse à quelque chose, pour moi, c'est un moment fort. C'est des beaux moments. Je voulais parler de l'appartenance. Mais non, tu as vu, l'autisme n'est pas évident au début. J'ai peut-être trop d'appartenance. Ma carte de visite, mais il y a un peu trop dessus. Il y a ingénieur agronome, il y a coach, il y a coach leader, il y a mentor, il y a scénariste, et encore d'autres choses qui se mettent en place. Je travaille sur une pièce de théâtre. Il y a un peu trop, voilà, d'appartenance. J'appartiens à trop de choses. Et les actions, ben, elles sont là, elles se mettent en place. Il y a une action aujourd'hui géniale qui m'a fait travailler pendant quelques temps, qui fait qu'être avec vous et ça bouge. Donc pour moi, c'est ça. Je trouve ça important d'avoir cette vision, se dire, nous les coachs, si on accompagnait quelqu'un dans l'action et il va avancer, je sais pas où il va aller, mais il y a quelque chose qui va se passer, qui va se mettre en place. Voilà en gros ce que je voulais partager au niveau coaching. Je suis passé peut-être en vitesse sur les outils parce que bon, voilà, j'anime aussi des ateliers sur le coaching de la résilience que j'ai démarré il y a l'année passée pour approfondir. Mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est oui, les coachs, vous avez des superbes outils. Et oui, on peut aider des gens qui ont un traumatisme. Oui, on peut aider quelqu'un qui a un obstacle. Allez-y, allez-y. Mais bon, je vous ai parlé de parcours. Mon parcours, enfin, change de, je suis jamais pas vraiment, non, non, je reste dans la résilience et je reste dans le coaching et le leadership. Mon parcours m'a amené d'autres questionnements. Il y a pas tellement, il y a quelques, oui, même une année ou deux, j'écoutais une émission à la radio qui était une émission sur des enfants ou des jeunes qui étaient handicapés. Et dans cette émission, c'était la joie, c'était des rires, c'était des objectifs, c'était des rêves, c'était des jeunes qui avaient, oui, qui bougeaient dans tous les sens. Et peut-être une semaine ou deux après, j'écoute le même magazine et dans ce magazine, il y avait une émission sur les jeunes de la banlieue sud de Bruxelles. Ceux qui connaissent, c'est la banlieue riche, bien nantie. Et c'était quoi ces jeunes? Ils parlaient sauterie, ils parlaient pétard, ils parlaient coke, ils parlaient soulerie. C'était le vide complet. Et j'ai eu cette question, j'ai dit, mais comment, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que des gens qui arrivent à la sérénité, à la confiance, doivent passer par le traumatisme, par le pire? Et je suis arrivé à cette question, mais est-ce qu'il faut vraiment vivre le pire, la catastrophe, le traumatisme, la balle dans la tête, pour arriver à une certaine confiance, une sérénité devant les obstacles, devant les imprévus? Et j'ai mis du temps et lors d'un échange avec Nadine Fortin, qui travaille aussi sur la résilience, m'est venue comme ça une image. Et j'ai eu cette image, vous connaissez les SPRL, les sociétés de personnes à responsabilité limitée. Je me suis dit, tiens, si on lançait le concept des SPRI, les sociétés, les esprits, les sociétés de personnes à résilience illimitée. Des sociétés qui seraient durables, qui seraient prêtes à aborder tous les obstacles, à transformer les obstacles, à en faire des atouts, à voir ailleurs, à amener autre chose. Et donc, ce concept, je dis, tiens, il y a peut-être moyen de l'installer à des sociétés, à des organismes, mais aussi à des vies privées, à des personnes. Et là, maintenant, je t'invite, Yotis, à lancer le deuxième questionnaire sur si vous étiez un coach de leader, et que vous vouliez pour vous-même ou pour votre coaché, lancer une SPRI, qu'est-ce que vous feriez?
laisse lancer le Voilà, questionnaire Iotis. voici la question. Quel espace faut-il créer pour une société durable et résiliente? Alors, un espace sécurité, un espace créativité, un espace intelligence collective et multiple, un espace accueil des émotions et un espace erreur et reconnaissance. Et pendant que ça vote, je voudrais souligner le fait qu'il y a des réactions dans le chat, mais je n'ai jamais vu un webinaire dans lequel les synergiens sont si silencieux d'une certaine manière. Et j'ai un autre aussi indice que les gens sont vraiment très concentrés sur ce que tu dis, Jean-Luc, c'est que nous avons un groupe WhatsApp avec les ambassadeurs. Et oui, j'en parle. Et généralement, ça parle beaucoup dans ce groupe pendant les webinaires, mais là, c'est le silence complet. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, je partage les résultats du sondage. Donc, et là, nous allons avoir 77% d'entre vous, c'est un espace intelligence collective et multiple, 72% un espace erreur et reconnaissance, 71% c'est un espace accueil des émotions, 67% un espace créativité et 54% un espace sécurité. Donc, tout d'abord, un espace intelligence collective et multiple. Ensuite, un espace erreur et reconnaissance. Ensuite, espace accueil des émotions, suivi par un espace créativité. Et en dernier, un espace sécurité. Ok, merci. Je fais une petite parenthèse, hein. En coaching, on m'a toujours dit quand votre coaché est dans le silence, c'est un cadeau. Et je vous remercie pour le cadeau que vous êtes en train de m'offrir. C'est beau un silence. Je reviens au sujet. Les espaces. Alors, vous avez tous raison. Tous ces espaces sont importants. Et je suis étonné de l'espace, votre point de vue sur l'espace sécurité, parce que pour moi, il est fondamental. Comment sortir de sa zone de confort si on n'a pas une zone de confort qui est solide? Et moi, pour moi, la première chose que je ferais que je créerais ma société, c'est d'abord de sécuriser tous mes collègues, tous les employés pour qu'ils soient bien. Et là, une fois que la sécurité est en place, on a ouvert l'espace de créativité, l'espace des erreurs, des reconnaissances, l'espace des intelligences collectives, l'espace de l'accueil des émotions, qui est important, qui est fondamental. Moi, qu'est-ce que j'ai vécu? Ce que j'ai vécu, c'est ça. C'est vraiment, c'est d'abord retrouver cette zone de confort. Elle est importante. Et sa zone de confort, je l'ai dit, hein, j'en connais une qui va rougir, mais c'est mon épouse qui l'a mis, c'est mes proches qui l'ont mis. C'est un système, par exemple, en Belgique, qui a le chômage, où on a un système d'allocation handicapée, qui fait que je savais que même si je restais au lit en train de pleurer, mes enfants avaient quelque chose à manger, ma famille avait quelque chose, on n'était pas dehors. Et donc cet espace sécurité, pour moi, il était important d'avoir cette zone de départ. Et puis, ça m'a permis d'aller à la créativité parce que c'est quoi un obstacle? Je vous ai dit, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est quoi la solution? Je l'ai pas, hein. Moi, j'ai fait un moment au début, j'ai cherché du boulot, hein. Et qu'est-ce que je mettais sur mon CV? Ingénieur grade agronome, 15 ans d'expérience en Afrique, connaissance de l'anglais, etc., etc. Puis je mettais aveugle en dessous. J'ai pas trouvé un responsable des RH qui m'a trouvé quelque chose mon poste. Ils connaissent pas. Il n'y a pas. Donc, il faut aller vers la créativité. On n'a pas le choix. Il faut aller vers autre chose. Et comment aller vers autre chose? Ben oui, c'est les intelligences collectives, c'est l'ouverture aux autres, c'est vous avec vos retours, c'est la radio qui m'a dit qu'il y avait des gens qui s'en sortaient bien, c'est ce guitariste qui m'a dit j'aimerais bien faire un studio, c'est ça, c'est tout ça et c'est cette ouverture, c'est vous, c'est tout cet ensemble qui est cette intelligence collective qui a permis d'avancer. C'est fondamental. Intelligence multiple, les émotions, l'écoute des émotions. Donc pour moi, tout ça est important, que ce soit au niveau personnel, c'est ce que j'ai vécu, ou au niveau même d'une société, d'un organisme. Un organisme,
Si vos employés, j'ai fait un petit article d'ailleurs, hein, j'ai oublié de le mentionner, sur les SPRI, l'esprit. Il y a un lien sur LinkedIn où il est sur mon site, vous verrez. C'est une ébauche, c'est une base de réflexion. Mais je crois qu'il y a moyen. Et donc, je suis persuadé qu'il y a moyen de vivre la résilience sans passer par le pire, en ayant cette ouverture, en revenant aux choses essentielles aussi. Ça me paraît important, de ne pas se perdre, de venir à des choses simples. Et il y a moyen de vivre la résilience avec cette confiance, cette sérénité, euh, oui, et abolir cette crainte de l'inconnu, de ce qui pourrait arriver de mauvais. Donc voilà, il y a moyen, il y a quelque chose. C'est à creuser. Je suis encore dans les réflexions, on n'y est pas encore. Si j'avais la solution miracle, je l'aurais déjà appliquée. Alors j'en viens, j'espère qu'au niveau timing, je dépasse pas trop. Tu es Aïe, aïe, aïe. à la fin. Presque à la fin. Aïe, aïe, aïe. Bon, Voilà. oui. Alors, je vais essayer. Il y a une dernière question qui me paraissait importante que je voulais partager. C'est celle-ci. C'est est-ce qu'on est tous résilients? Est-ce que tous vos coachés qui rentrent dans votre bureau sont résilients? Et moi, j'en suis persuadé que c'est pas tout à fait dans la nature humaine. Mon parcours, il a rien de spécial, hein. Regardez autour de vous des gens. Moi, j'ai rencontré un type, la foudre est tombée sous lui, il avait plus de bras, il avait plus de jambes, et son objectif, c'était de traverser la Manche à la nage. Il y a plein de gens comme ça qui ont des choses extraordinaires. Et je vais vous dire même que moi, mon parcours, il est quelque part, il est facile. Et non, je reviens un peu en arrière. Regardez-vous quand vous étiez enfant, vous avez appris à marcher, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tombé. Vous êtes tombé combien de fois? Vous êtes même cogné à la table. Vous avez pleuré. J'ai même moi un fils qui est tombé des escaliers quand il apprenait à marcher. Mais il est debout maintenant, hein. Il est debout. Donc moi, je suis persuadé que la résilience est dans l'homme. Mais qu'est-ce qui change de l'enfant à l'adulte? Ben, c'est que l'enfant, il s'en fout du regard des autres. Il s'en fout de la notion d'échec. Il la connaît pas. Et moi, quelque part, c'est la chance que j'ai eue, c'est que moi, ma faiblesse, ben, elle est là. Je peux pas la cacher. Donc, je dois la montrer. Elle est là devant moi. Elle est sur mes yeux, derrière ces lunettes. Donc, je peux pas la cacher. Donc, c'est devenu ma force parce qu'elle est en moi. Elle est devant tout le monde. Le regard des autres. Moi, je m'en fous, hein. Désolé, hein. Mais j'ai parfois mes fils qui sont embêtés de me promener dans la rue parce qu'ils disent tout le monde te regarde. Moi, je dis les pauvres gens, parce que s'ils me regardent, s'ils sont pas à l'aise de croiser un handicapé, je suis triste pour eux et j'ai autre chose à faire que m'occuper d'eux, de leur regard, de leur tristesse. Troisième point, c'est que quelque part, moi, j'ai droit à l'erreur parce qu'un handicapé qui se casse la gueule ou qui se met dans la politique et qui se trompe, ben on dit, oh ben, ce pauvre, c'est parce qu'il était handicapé. Par contre, c'est nettement plus difficile pour quelqu'un qui a un mal-être, un obstacle à l'intérieur. C'est plus difficile. Quelque part, mon parcours, il a été facilité par tout ça, par ces prises de conscience. Et donc, oui, nous sommes tous résilients. Oui, vous êtes résilients. J'en suis persuadé. Il faut du temps, de l'accompagnement et y croire. Je crois que c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, j'ai un peu plus vite, mais laisse-moi 2 minutes encore, Yotis. Je voudrais terminer en conclusion. Mes conclusions, c'est celle-ci. C'est que, tout d'abord, je suis désolé pour tous les gens qui s'attendaient à ce que je vienne avec des outils qui avaient pris leur bic et leur papier pour noter. Il n'y a pas du tout d'outils pour la résilience parce que c'est un ressenti, c'est du feeling, c'est des tripes qui parlent. Alors, il n'y a pas la méthode A plus B pour arriver à la résilience, donc je suis désolé. Mais je vous garantis que vous, les coachs, vous avez les outils pour cette flexibilité, pour accompagner quelqu'un. Ça, j'en suis sûr. Au niveau bibliographie, j'ai rien à vous donner. Peut-être si, oui et non. J'ai Boris Cyrulnik qui a écrit un livre le titre j'adore, qui s'appelle La nuit j'écrirai des soleils. C'est pas quand dit soleil qu'on écrit du soleil, c'est la nuit qu'on écrit des soleils. Et dans son livre, il voulait parler de tous les gens, les grands hommes, les grandes femmes qui ont vécu la résilience et qui sont arrivés à quelque chose. Et il s'est vite rendu compte que s'il faisait ça, en fait, il devait reprendre le dictionnaire des noms propres parce que presque tous les gens qui sont arrivés à quelque chose sont passés par l'obstacle. Et comme Victor Hugo, par exemple, qui s'est mis à écrire après la perte de sa fille, et plein d'exemples comme ça. Donc, et un autre exemple de livre, prenez n'importe quel roman, regardez n'importe quel film. C'est quoi? C'est premier acte,
Ben, le héros va bien, puis deuxième acte, il y a un grave accident, il y a plein d'obstacles. Troisième acte, il s'en sort, il a changé, il est allé vers autre chose. C'est la grande majorité des films, surtout américains. Donc, voilà mes références biographiques. Elles sont dans toutes les bibliothèques, elles sont dans tous les ciné-clubs. Tout ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que je terminerai par ça. Merci de votre écoute, mais je veux dire, oui, les coachs, je suis persuadé qu'on a des outils pour aider des gens qui vivent des traumatismes, pour qui vivent, aider des gens qui ont des obstacles. Et peu importe les outils, sentez-vous à l'aise avec ça. Accompagner quelqu'un qui va mal et l'aider à se reconstruire, c'est pas mal, hein. C'est beau comme résultat. Je l'invite à continuer dans ce que vous faites. C'est beau. Merci Jean-Luc. Alors, je vais prendre quelques réactions. Alors, Ghislaine nous dit, j'adore. Lamia, Jean-Luc, ton webinaire est le webinaire de l'année. Elsa qui nous dit, et voilà, il n'y a pas d'outil magique, génial. Plein d'authenticité et d'émotion, nous dit Ghislaine. Vous nous avez apporté bien plus que des outils. Énorme gratitude. Vous êtes un grand monsieur, nous dit Stéphanie. Christine nous dit merci Jean-Luc, les obstacles sont nos moteurs, plus la vie semble nous accabler et plus ça nous transcende. Le handicap et la maladie, c'est aussi nous permettre d'accéder beaucoup plus rapidement à une joie intense et à un bonheur absolu dans la simplicité. Je te souhaite le meilleur. Donc, on a énormément de réactions. Merci beaucoup. Bonne soirée, nous dit William. Kevin nous dit un grand merci pour cette magnifique leçon de vie. Alors, on a des tas de réactions. Je pense que là, tout le monde a décidé de réagir en même temps. Un grand merci, Jean-Luc, pour ce partage de vécu et cette présentation authentique qui ouvrira certainement les portes vers d'autres possibles. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui s'est occupée des slides pendant ce webinaire. Nefissa est ambassadrice ICF Synergie pour la Tunisie. Elle est également la présidente actuelle de l'ICF Tunisie. Merci Nefissa. Donc je vous avoue que je ne peux pas continuer sans aller chercher encore des réactions. Il y a eu beaucoup d'émotions donc pendant ce webinaire. Donc Sylvie nous dit notre meilleur outil c'est notre humanité. François nous dit merci tout simplement car nous avons reçu beaucoup ce soir. Antoinette, merci pour votre authenticité. Véronique, immense gratitude, superbe webinaire. Donc, je vous invite également à réagir sur LinkedIn, là où Jean-Luc Penning répondra à vos questions. Nous espérons que ce webinaire vous sera utile pour votre pratique de coaching. Vous avez aimé ce webinaire, vous voulez nous le faire savoir et nous envoyer un peu de force, un peu de motivation, de l'ocytocine donc et de la sérotonine. Bien que nous sommes vraiment beaucoup dans l'émotion, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce bleu en plus pour ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Jean-Luc, je te laisse le mot de la fin. Merci. Merci Yotis, merci Nefissa de m'avoir offert cet espace de créativité. Ça fait partie de la résilience. Merci. Désolé de ne pas avoir pu répondre aux questions, mais oui, je resterai en ligne et enfin, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je voulais simplement remettre ma casquette de coach pour terminer ce coaching et terminer comme j'aime terminer ou les rencontres, les téléclasses que j'anime. Si je pouvais, je ferais le tour de toutes les personnes présentes et je vous poserais cette question. Vous la connaissez tous, c'est avec quoi vous repartez? Et surtout, qu'est-ce que vous en faites? Pas la semaine prochaine, demain, qu'est-ce que vous en faites de ce que vous avez avec quoi vous repartez de ces échanges? Merci de votre écoute, merci des silences. Au plaisir de vous retrouver et bonne continuation dans vos parcours et dans vos échanges. Merci Jean-Luc. Merci Nefissa. Merci à vous toutes et tous. Au revoir.